9,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous ? Comment est-ce qu'il est cultivé ? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs ? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontres avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour François. Bonjour Léa. Je suis ravie de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Le chocolat et le cacao, c'est un sujet central en pâtisserie et c'est un sujet que j'avais très envie aussi d'aborder d'un point de vue plus économique, géopolitique, etc. Et donc je suis ravie de pouvoir en discuter avec vous. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit peu pour nos auditeurs et nos auditrices, pour qu'ils voient un petit peu aussi qui vous êtes, de quel point de vue vous vous exprimez et quel est votre lien avec le chocolat et le cacao. D'accord, écoutez, je m'appelle François Ruff, je suis chercheur depuis quelques décennies. J'ai été passé ma vie professionnelle au CIRAD, Centre international de recherche agronomique et développement, et je suis à la retraite maintenant, mais je vais relancer un bureau d'études, enfin, je reste très actif dans la recherche autour du cacao et autour des planteurs de cacao surtout, hein. Ce sont plutôt les gens qui m'intéressent au moins autant que la matière première ou la culture. Et voilà, et je suis basé à Abidjan, qui reste le premier producteur mondial de cacao, même si, de mon point de vue, il est un petit peu en danger. Déjà, à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser particulièrement du coup aux planteurs et au cacao ? C'était quoi l'élément déclencheur ? En fait, comme souvent dans la vie, tout est totalement imprévu. J'ai une formation d'économiste, d'agroéconomiste, et j'ai toujours eu envie de travailler dans les pays tropicaux, dans ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. Mais je m'intéressais plus à l'élevage. Mais bon, bon. Et puis je suis affecté en Côte d'Ivoire pour travailler par le CIRAD, enfin les ancêtres du CIRAD, pour travailler sur l'économie de la zone dite forestière. Euh, et donc, évidemment, j'ai été plongé d'emblée dans le cacao, dans le café aussi à l'époque. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le cacao. J'ai commencé à percevoir des problèmes on va rentrer dans le vif du sujet là, commencé à percevoir des problèmes de replantation, c'est-à-dire, je me suis aperçu petit à petit que le cacao se déplaçait d'une zone à l'autre. Une fois que les cacaoyers avaient été plantés après défrichement de forêt, il prospérait pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, et puis sous l'effet du vieillissement et sans doute de la baisse de fertilité des sols et d'autres facteurs, les rendements commençaient à décliner, et donc les planteurs, anticipant qu'ils auraient des problèmes de replantation, se déplaçaient et allaient défricher une autre parcelle de forêt pour bénéficier des avantages de la forêt. Voilà, à partir de là, j'ai plus lâché le cacao parce que je me suis intéressé à toutes ces stratégies évidemment, au fur et à mesure que la forêt ivoirienne disparaissait, la solution d'aller chercher une forêt un peu plus loin était moins évidente. Donc les planteurs eux-mêmes ont commencé à chercher des solutions. Par exemple, ce sont eux qui se sont dit on va commencer à mettre un peu d'engrais. Voilà. Et ça paraît tout bête, mais l'engrais dans la cacaoculture ivoirienne, il date de son émergence, son adoption date seulement de 20 ans, 25 ans. Voilà. Euh, voilà. Et après, bon, l'histoire du cacao, c'est l'histoire des migrations. Donc, ce sont des gens qui quittent leur village, leur famille pour tenter d'avoir une vie meilleure.
extrêmement courageux, avec des aventures formidables, des aventures humaines formidables. Et là aussi, ça m'a passionné. Alors, je suis remonté dans la bibliographie, je me suis aperçu petit à petit que c'était une longue histoire qui se reproduisait depuis 4 siècles. Et voilà, donc je suis à la fois dans l'histoire et dans l'avenir, en train de guetter à quel moment le système pourrait basculer et devenir indépendant de la forêt, ce qui pourrait peut-être être une définition de ce que pourrait être le cacao dit durable. Euh, mais voilà, voilà où j'en suis. Alors ça ouvre plein de pistes sur pour cette discussion. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux de la situation, c'est-à-dire bah voilà, qu'aujourd'hui, enfin, qui sont donc les pays les plus producteurs, donc on le sait, vous l'aviez dit, il y a la Côte d'Ivoire qui est le plus, mais voilà, les pays les plus consommateurs, quelles sont les perspectives, les enjeux, enfin, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, tout ce système-là, qui est une très vaste question. Oui, vaste question, vaste question. Bon, si on parle en chiffres, là, donc là, c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana qui sont premiers producteurs mondiaux. La Côte d'Ivoire ayant ravi la place de premier producteur au Ghana en 77, si je me souviens bien, ou en 78, à la fois parce que le Ghana baissait à l'époque et la Côte d'Ivoire était en pleine phase de conquête des forêts à coups de dizaines de milliers de migrants venant se déverser dans les forêts ivoiriennes. Euh, et en même temps, donc là c'est un exemple, ça a basculé en 78 entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, mais toute l'histoire du cacao, c'est une histoire de basculement comme ça. À un moment, un pays dominant, on croit qu'il est dominant, et puis il rentre dans une phase de récession, et il est remplacé par un autre, comme premier producteur ou deuxième producteur, il est remplacé par un autre pays. Alors, depuis 4 siècles, c'est comme ça. Évidemment, le berceau du cacao, c'est l'Amazonie en Amérique centrale, la partie amazonienne d'Amérique centrale. D'Amérique centrale, ça s'est déplacé vers l'Amérique du Sud, vers le Venezuela au XVIIIe siècle, était le premier producteur mondial, à des niveaux de production beaucoup plus faibles, hein, évidemment. Hein. On parlait de quelques milliers de tonnes, aujourd'hui on parle de 5 millions de tonnes. Donc, là, en même temps que se feront ces déplacements, donc après l'Amérique latine, c'est l'Afrique qui a pris le dessus. Sao Tomé est devenu le premier producteur mondial, si je me souviens bien, dans les années 20. Hein, dans les années 20. Et puis ensuite, c'est le Ghana qui a pris le dessus, euh, soutenu par l'industrie britannique à l'époque, hein, puisque le Ghana était une colonie anglaise. Mais soutenu par l'industrie britannique qui a compris que le Ghana allait devenir un producteur important, mais en même temps, à chaque fois, sont très rarement des gouvernements ou des multinationales qui incitent ces déclenchements. C'est ce que j'appelle un boom cacao. Un boom cacao, c'est l'histoire d'une migration soudaine, hein, des milliers, des dizaines de milliers de migrants qui arrivent parce qu'ils ont l'information qu'il y a de la forêt disponible et qu'avec le cacao, ils vont avoir une vie meilleure. Euh, et donc, on a un boom parce qu'on a un afflux massif de force de travail. Et c'est la rencontre au lieu de, chez Marx, c'est la rencontre entre le travail et le capital, mais là, c'est la rencontre entre le travail et la terre, hein, entre le travail et la forêt, plus exactement, et ça génère un boom. Donc, toute l'histoire du cacao est faite comme ça, de booms successifs. Et à chaque boom, c'est un pays qui remplace l'autre, ou éventuellement la région d'un pays qui remplace une première région du pays. Donc, pour en revenir au pays, très schématiquement, Amérique centrale, Amérique latine, Afrique de l'Ouest, Sao Tomé d'abord, puis Ghana après Côte d'Ivoire. Entre-temps, à un moment, on a pu penser que l'Asie allait devenir le nouveau pôle du cacao mondial, avec la Malaisie qui est montée très très vite dans les années 80, et qui est retombée aussi très très vite. Donc c'était un cycle raccourci. Et puis l'Indonésie aussi, on a pensé, moi-même j'ai pensé que l'Indonésie pourrait devenir premier producteur mondial. Elle est devenue deuxième, elle a surpassé le Ghana pendant un an ou deux avant de s'incliner de nouveau devant le Ghana qui est reparti grâce à des colonisations de forêts dans le sud-ouest du pays qui n'avaient pas encore été touchées jusque-là. Voilà, donc toute l'histoire du cacao, c'est une histoire de migration, de déplacement. Donc aujourd'hui,
on est à 5 millions de tonnes. Donc une grande partie de ces 5 millions de tonnes sont produites à partir de zones qui étaient couvertes de forêts tropicales. Bon, mais on peut le regretter, mais c'est l'histoire du développement inéluctable. On y reviendra sur ces questions environnementales, si vous voulez. Donc voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve de nouveau. Alors ça tombe bien que cette discussion arrive maintenant. Elle arrive au moment idéal, presque, puisqu'on arrive à un point de rupture, probablement, hein. C'est-à-dire que si vous lisez les médias, si vous écoutez les radios, parce qu'on est à Pâques, hein, où on vient de passer Pâques, donc Pâques, tout le monde veut faire son petit billet sur le chocolat. Euh, Chaque année, c'est pareil. Mais cette année, le cours international flambe, hein. Nous savons, je ne sais pas si vous savez, mais on était autour de 2500-3000 $ la tonne et ça y est, on a passé le cap des 10 000 $ la tonne. Euh, donc tout le monde s'affole, tout le monde euh, s'inquiète. Est-ce qu'on va manger du chocolat encore à l'avenir? Combien vont coûter nos œufs de Pâques, etc. Bon, enfin, c'est du journalisme, si je peux me permettre, hein, générique. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Et la plupart du temps, tous ces articles font référence à un problème climatique, même pas un changement climatique structurel, mais un problème climatique du moment. Il y a eu un excès de pluie ou bien il y a eu une sécheresse, on ne sait pas très bien selon les articles. Je suis un peu méchant là avec certains journalistes, mais donc, mais en général, les explications données sont très conjoncturelles, hein. D'ailleurs, c'est pas le problème. Le problème de faire un papier journaliste, c'est surtout de parler au consommateur et de le prévenir que le prix du chocolat va monter, euh, voilà. Euh, et puis la deuxième thème souvent abordé par les journalistes depuis une dizaine de jours, c'est oui, mais les producteurs profitent pas. Et c'est vrai selon les pays, quoi. Il y a un gros problème en Côte d'Ivoire et au Ghana de, de maintien du prix aux producteurs au prix d'avant, entre guillemets. Et donc les producteurs ivoiriens sont au courant parce que grâce aux médias sociaux, ils sont beaucoup plus au courant aujourd'hui il y a 20 ans de ce qui se passe dans le monde. Mais donc, ils ont les yeux qui explosent en apprenant que les planteurs de cacao au Cameroun sont passés on parle en francs CFA, hein, de 1000 francs CFA à 4000 francs CFA, voire 5000 francs CFA. Donc, leur prix a été multiplié par 4 ou 5, alors qu'il est resté à 1000 francs CFA en Côte d'Ivoire. Euh, et donc, ça aussi, c'est évoqué comme si c'était un événement surprenant. Alors c'est surprenant, c'est un peu même pathétique, mais, tout ça rentre dans l'histoire structurelle du cacao. C'est pas du tout des événements. Donc moi depuis 40 ans, hein, ça me rajeunit pas, mais depuis 40 ans, depuis que j'ai compris ce qui se passait en parcourant les plantations de Côte d'Ivoire et après en remontant dans la BBO, j'ai compris ce fonctionnement en cycle. Et donc, inévitablement, euh, la récession est déjà programmée quand le boom arrive, quoi. Et donc, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a une baisse de production de sans doute 20%, hein, à peu près. Au Ghana, c'est un peu plus, et c'est à commencer un peu plus tôt. Et ce sont pas des événements conjoncturels. C'est inévitablement, quand vous consommez la forêt de façon outrancière, c'est-à-dire outrancière, je sais pas, c'est un jugement de valeur déjà, mais enfin bon, au fur et à mesure que les migrants dévorent la forêt, euh, il y a tout un tas de conditions de culture qui changent. La- Tous les bénéfices que la forêt avait apportés un temps s'évanouissent, hein, donc la baisse de fertilité, mais pas seulement. Il y a un changement dans la composition des mauvaises herbes, donc les mauvaises herbes deviennent beaucoup plus agressives, donc c'est plus difficile d'entretenir. Surtout, il y a des maladies, et donc en Côte d'Ivoire et au Ghana, le problème numéro un aujourd'hui, c'est sans doute la maladie du Solen Shoot, qui est une maladie mortelle pour le cacaoyer. Donc, et puis évidemment, il y a une part de changement climatique qui n'est pas
seulement lié au changement climatique mondial, mais qui est lié au changement climatique local par disparition de la forêt. Donc la forêt n'arrête plus les vents, la, la forêt attire, il y a moins de forêt, donc sans doute il y a moins de pluie. C'est à peu près démontré maintenant ça. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle la rente forêt, hein. Quand vous plantez du cacaoyer après forêt, paradoxalement, vous gagnez beaucoup plus d'argent que quand vous essayez de planter dans ce qu'on appelle une jachère, dans une terre dégradée. Ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, beaucoup plus aléatoire. Et donc ça explique, donc ça fait partie de l'histoire du cacao que à partir d'un certain temps, d'une certaine difficulté de replantation, les planteurs décident de changer de culture, ou moins en tout cas de diversifier d'abord, dans un premier temps. Euh, toute l'histoire du cacao, c'est ça. Les planteurs passent à autre chose. Et, et en Côte d'Ivoire, on est sans doute à ce point-là maintenant. Déjà, la Côte d'Ivoire a beaucoup diversifié vers les VA. La Côte d'Ivoire joue maintenant dans la cour des grands, dans les VA, dans le caoutchouc. Ça va continuer sans doute, parce que les VA est se contentent de terres moins riches, a moins besoin, beaucoup moins besoin de la forêt comme ce qu'on va appeler précédent culturel, comme d'un point de vue d'agronome. Euh, voilà. Euh, voilà un tableau à peu près complet, sauf que donc il faudrait parler des autres pays à côté de la Côte d'Ivoire et le Ghana qui sont pour l'instant encore les deux premiers producteurs mondiaux, avec le Ghana quand même très loin déjà de la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire fait 2 fois plus que le Ghana. Et le Ghana est plus en péril encore que la Côte d'Ivoire, parce que au fur et à mesure que les difficultés s'annoncent et s'amoncellent dans le cacao, les opportunités sont recherchées de plus en plus ailleurs. Et donc, il faut aussi parler alors j'ai parlé de l'EVA comme culture de diversification, mais il y a aussi en Afrique de l'Ouest ce qu'on appelle l'orpaillage, hein, c'est-à-dire l'exploitation de l'or. Euh, L'or aussi qui flambe au moment où on parle, hein. Et donc, un jeune Ghanéen ou un jeune Ivoirien ou un jeune Burkinabé qui est venu travailler en Côte d'Ivoire peut gagner à peu près 3 fois plus dans une journée sur leur paillage que dans le cacao. C'est à la fois cause et conséquence du déclin cacao potentiel. Parce que comme je gagne moins sur le cacao, je vais moins vendre mon travail. Donc je vais plutôt aller exposer, même si c'est plus dangereux, même si je vais préférer aller tenter ma chance dans l'or plutôt que d'aller me fatiguer dans une cacaoyère avec une machette, hein. Et donc, voilà. Donc, le Ghana est plus avancé encore dans ce circuit, sans doute parce qu'il y a plus d'or. Il y a encore plus d'or dans les terres ghanéennes. D'ailleurs, le Ghana s'appelait la Côte d'Or, the Gold Coast, hein. En catimini, ça a été évoqué dans un article qui surnageait un peu la moyenne. Il y a d'autres pays qui sont en attente, hein. Alors moi, je pense beaucoup au Libéria. J'ai commencé à travailler sur le Libéria parce que c'est la réserve de forêt avec le Sierra Leone. C'est les deux derniers pays qui ont une réserve de forêt naturelle euh, avec des forêts primaires, vraiment des forêts primaires extraordinaires. Et donc ça y est, il y a 40 ans, avec un géographe de l'Orstom, on se demandait quand est-ce que les migrants en Côte d'Ivoire allaient passer le fleuve du Caraïbe qui sépare les deux pays et allaient se déverser sur le Libéria. Ben, ça a pris 40 ans, mais maintenant, ça y est, c'est lancé. Et je pense que la forêt du Libéria va disparaître. On ne peut rien faire, enfin, c'est très très difficile de lutter contre ça. On peut essayer d'aménager, on peut essayer de canaliser, mais on ne peut pas arrêter. Et bon, on reparlera peut-être de la loi de l'Union européenne qui prétend interdire les importations de plusieurs matières premières, dont le cacao qui viendrait de déforestation. Mais je ne pense pas que ça puisse réussir. Au contraire, je pense que ça peut être contre-productif. Mais bon, voilà. En tout cas, le Libéria est un des pays qui va... Parce que non seulement il est attiré par la montée du prix, c'est ça aussi le fonctionnement des cycles de cacao qui se répètent. Quand le prix monte, parce que le ou les pays dominants sont en difficulté, et donc c'est renforcé parce que les multinationales du chocolat ont des systèmes d'observation des récoltes, et elles savent que la production va diminuer, pas seulement cette année, mais elle va diminuer. Bon. Et donc ils anticipent leurs achats,
par leurs achats, et donc le cours mondial flambe, flambe, flambe. Bon, c'est toujours comme ça. Mais en plus de ça, quand on le voit maintenant, c'est comme une démonstration par l'actualité. Les pays dominants qui ont causé en partie cette hausse du prix ne peuvent pas profiter de la hausse des prix. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui se sont construits aussi sur le cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana doivent une grande partie de leur développement économique au cacao. Le cacao est encore, je pense, la première source de devises en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ghana, ça a peut-être été dépassé par l'or. Et en Côte d'Ivoire, c'est sur le point d'être dépassé par le pétrole, peut-être, avec les nouvelles, au fur et à mesure que les puits découverts vont entrer en production. Mais ça reste fondamental. Donc le cacao, c'est grosso modo une pompe à finances pour ces États-là. Et donc, ils ne peuvent pas s'en passer. Donc, ils mettent en place des systèmes de taxation ou de prélèvement par des prix fixes. Dans le cas du Ghana, ils font aussi de la taxation en jouant sur l'érosion de la monnaie, hein, en laissant leur monnaie nationale dévissée. Donc, quand ils fixent un prix au départ, au début de la campagne, à la fin de la campagne, ça vaut déjà plus que la moitié. Hein. C'est d'ailleurs une leçon pour nous, Européens. C'est ce qui nous guette, hein, avec la perte de valeur de l'euro en cours et à venir. Bon, on a des choses à apprendre des expériences africaines. Mais bon, donc je referme la parenthèse. Et donc, à la fois par les systèmes ils mettent en place ces pays dominants, ils mettent en place des superstructures comme le Marketing Board, le Cocoa Board au Ghana ou bien la Caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Et ça vient des outils de prélèvement. Et quand le cours chute, en théorie, ces outils de prélèvement deviendraient, comme leur nom l'indique, des outils de stabilisation. En théorie, ils devraient restituer, mais c'est jamais le cas, ou c'est très, très rarement le cas. Ça, au mieux, ils diminuent leur prélèvement, mais il n'y a jamais restitution. Ça reste, certains médias continuent à relayer ce mythe, quoi, hein. L'avantage, oui, d'accord, bon, le planteur ivoirien, aujourd'hui, il est mal payé, mais dans d'autres temps, il a été protégé contre les aléas. C'est pas vrai. Grosso modo, l'État peut ajuster le niveau de taxe et accepter de le baisser un peu, mais là, on voit bien qu'il n'a pas accepté, hein. En Côte d'Ivoire, le niveau de taxe n'a pas baissé, et alors ça va peut-être changer parce que c'est énorme, quoi. C'est énorme, 1000 francs CFA pour un producteur en Côte d'Ivoire, 5000 francs CFA pour un producteur au Cameroun, c'est intenable, quoi. Le gouvernement ivoirien va être obligé de faire quelque chose. C'est en cours, apparemment. À moins que ce soit un poisson d'avril, le, les médias commencent à relayer, les médias sociaux commencent à relayer l'idée que le gouvernement ivoirien va se réunir sous l'égide du président et va faire quelque chose. Effectivement, le président est obligé de faire quelque chose. En plus, c'est bientôt les élections. Donc, ça joue toujours sur le prix, ça. Donc, je perds un peu le fil, peut-être, parce que c'est tellement riche l'histoire du cacao. Donc, ils vont être obligés de faire quelque chose. Mais donc, c'est pas seulement. Alors, donc, il y a l'installation de ces outils de prélèvement qui font que ça crée une inertie, et que quand il y a une hausse du prix mondial, ben, elle est aussi atténuée par définition, parce que c'est l'idée même de ces outils de stabilisation, mais aussi par incapacité de ces outils à se réformer et à se remettre en cause et à s'ajuster. Et c'est vrai pour ces outils-là, ces caisses de stabilisation, marketing board et autres, mais c'est aussi vrai pour le fonctionnement général. C'est pas seulement la taxation qui explique des prix aussi faibles en Côte d'Ivoire et au Ghana dans une certaine mesure, c'est aussi le fait ils s'étaient assurés, ils avaient mis en place tout un système de vente progressive, régulière. Donc c'est un peu comme s'assurer quand vous avez une voiture, vous prenez une assurance. Bon, alors c'est facile, ça serait évidemment facile de dire à la fin de l'année, ben, j'aurais pas dû prendre l'assurance, j'ai pas eu d'accident. Hein. Donc on peut dire ça pour être complètement honnête, hein. Le, ces outils de stabilisation, c'était en quelque sorte assuré en vendant régulièrement, donc ils ont vendu l'essentiel de la récolte au prix d'avant. Et donc ils ont
des perspectives limitées, des moyens limités pour s'ajuster au cours mondial, pour ajuster le cours producteur au cours mondial. Alors qu'un pays comme le Cameroun, lui, c'est un vieux pays du cacao aussi, mais ce n'est pas un pays dépendant du cacao. Il fait 300 000 tonnes et sa principale source de revenus, c'est le pétrole. Donc ils n'ont pas besoin du cacao et donc ils avaient supprimé toutes les taxes, ou pratiquement toutes, et ils vendaient en spot. Et ils vendent en spot. Donc quand le prix monte, bah, ils bénéficient à fond, à fond, à fond de la hausse des prix. Alors que la Côte d'Ivoire, pas seulement les producteurs, mais même l'État ivoirien, même la caisse de stabilisation, elle voit la hausse de prix lui passer sous le nez, quoi. Donc c'est profond, c'est une répétition de l'histoire, mais en même temps, ça donne des leçons, quoi. Euh, le- Ces outils-là se sont trop habitués se sont endormis et n'ont pas su réagir. Voilà. Et donc, les pays qui ne sont pas tombés dans j'allais dire, oui, ce piège, enfin, en tout cas, dans cette espèce de routine qui fait qu'il ne peut pas réagir, bah, tous ces pays qui ne sont pas tombés là-dedans en profitent en plein. Et donc, j'ai parlé de Cameroun, mais les pays d'Amérique du Sud aussi sont dans ce cas-là. Les pays d'Amérique du Sud, prenons un exemple extrême comme le Brésil qui exporte des avions de combat, il n'a pas vraiment besoin du cacao dans son économie. Donc il y a pas beaucoup, il y a pratiquement pas de taxes. Donc le prix va flamber au Brésil, le prix flambe en Équateur. Et dans des pays comme l'Équateur ou le Pérou où il y a encore des réserves de forêt, euh, je suis sûr que ces forêts vont souffrir, hein. Et au Cameroun aussi. Et au Libéria, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, une fois de plus, l'histoire va se répéter. Cette flambée du prix ne va pas être beaucoup utile aux planteurs ivoiriens, pas beaucoup utile aux planteurs ghanéens. Je peux me tromper. Il y a encore la forêt de taille, hein. Il y a encore un parc national qui peut partir. Mais je pense que politiquement, ça va être quand même compliqué. Euh, bon, on ne sait jamais. Euh, mais en tout cas, en Amérique du Sud, ça va repartir aux dépens des forêts. Voilà. Pas seulement aux dépens des forêts, hein. Ils ont aussi travaillé sur le matériel végétal, mais je suis sûr que ça va repartir en partie par défrichement de forêt. Voilà. Et donc l'Équateur est aux aguets, là. Ça a été souligné dans un article. Il est sur le point il pourrait bien être sur le point de prendre la place de second producteur mondial euh, au Ghana. Alors du coup sur tout ça, parce que malgré tout, vous disiez donc effectivement l'histoire se répète, mais on peut en tirer quand même certains apprentissages, surtout de la partie du coup bah, vraiment plutôt déforestation, parce que du coup le fait de s'attaquer à des nouvelles forêts pour pouvoir continuer à produire, bah, ça a quand même un impact du coup environnementale et qui est pas négligeable parce que c'est ce que vous disiez en fait oui sur le coup ça va permettre de produire plus mais en fait c'est à court terme enfin, de toute façon il y a un moment où ça va s'arrêter et on va devoir taper dans des nouvelles forêts etc qu'est-ce qui peut être mis en place enfin qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour protéger ces forêts là sans enfin pour en fait on puisse garder le maximum de tous les bénéfices sans faire pâtir aussi toutes les forêts qui pour l'instant sont pas touchées. Oui, les quelques dernières forêts d'Afrique de l'Ouest qui sont pas touchées. Oui, mais c'est la question qui se pose depuis peut-être pas 4 siècles, mais un bon siècle, hein. C'est amusant de reprendre la presse du début du XXe siècle, de début du XXe siècle, où vous avez vous trouvez des articles ou des rapports plus ou moins scientifiques qui disent, bon, la Côte d'Ivoire a atteint 30 000 tonnes de cacao, c'est extraordinaire, mais aux dépens des forêts. Bon, mais maintenant ça s'arrête, on va plus toucher aux forêts, on va travailler sur les plantations existantes. Et puis ensuite, en 1950, même chose, sauf que à chaque fois, vous enlevez la date et le niveau de production et ça se répète, quoi. Aujourd'hui, à 2 millions de tonnes, on continue à répéter ce qu'on raconte depuis 120 ans. Bon. Euh, alors, donc ça veut dire que la question est posée depuis longtemps, mais pas répondue. Parce que mettez-vous à la place d'un migrant qui voit jamais un billet, un billet de 10 000 francs CFA, c'est-à-dire 15 euros de toute l'année. Et puis, quand il arrive dans la zone forestière,
la possibilité de gagner plusieurs millions s'il réussit bien est irrésistible. Irrésistible. Et comme bon, il y a d'autres problèmes qui expliquent ça aussi, c'est-à-dire que la, la propriété foncière n'existait pas. Il y avait une telle abondance de forêts avant que ces migrations cacaoyères arrivent que les villageois, ce qu'on appelle les autochtones, les gens qui, qui considèrent qu'ils sont les habitants de cette forêt, même si eux-mêmes sont arrivés il y a 50 ans avant ou 100 ans avant, pas tellement longtemps, considèrent que c'est à eux, mais il y a aucune législation, il y a aucune protection particulière. Et quand ils voient que cette frénésie de migrants qui arrivent, ils essayent aussi d'avoir, eux, non pas la force de travail, mais la force de travail arrive. Donc leur solution à eux, c'est d'essayer de vendre, en tout cas de céder cette forêt. Quand ils sont en position de force, ils essayent de négocier la terre, la forêt contre le travail. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'en tirer quelque chose à long terme. Donc ils vont essayer, par exemple, bah, si je te donne 5 hectares de forêt, bah, tu crées 5 hectares de cacao, mais tu m'en donnes un. Ou bien ensuite, quand la pression a augmenté, ça sera 2,5, ça sera la moitié. Mais dans l'ensemble, c'est irrésistible, donc ils vendent carrément. Enfin, ils vendent tout en disant qu'ils ont encore un droit. C'est ce que mes collègues de l'Orstom appellent le tutorat. Ils gardent un droit de regard sur le sol. Et après, la génération suivante, là on parle plus de la Côte d'Ivoire, mais c'est assez vrai en Afrique de l'Ouest en général, la génération suivante va dire, ben non, mon papa a vendu le droit d'utiliser le sol, mais il t'a pas vendu le sol. Donc, voilà. Donc, mais tout ça dans un contexte où les États considèrent que la forêt leur appartient et ne considèrent pas que la forêt appartient aux planteurs. Donc, logiquement aussi, l'autochtone est poussé à vendre et à céder parce qu'il dit s'il ne cède pas, il faut autant qu'il en tire quelque chose à l'instant. Parce que s'il ne le cède pas, c'est l'État qui va s'en occuper. Donc, il va perdre. De toute façon, il va perdre cette forêt. Donc, il vaut mieux qu'il essaye de la vendre. Donc, il y a ce genre de mécanisme qui font qu'on n'est pas seulement dans un mécanisme biologique où où la forêt disparaît et prend sa revanche, entre guillemets, hein. Mais on est aussi dans un problème social, humain, où les États ne savent pas bien arbitrer la rencontre entre les autochtones, ou ne les laissent pas. Je suis un grand libéral, moi, à force de travailler dans le cacao. Je ne vais peut-être pas me faire des amis parmi les politiques, mais grosso modo, moins ils s'en occupent, mieux c'est, quoi. Hein. Et qui laissent les opérateurs économiques, c'est-à-dire les autochtones, les migrants, essayer de s'arranger ensemble, de trouver des solutions. Mais bon, voilà, en tout cas, toujours est-il que dans le contexte d'un boom comme ça de migration puis surpuissant, les autochtones peuvent rarement résister, et donc leur seul moyen de défense, paradoxalement, c'est de céder la terre. Voilà. Et historiquement, les États n'ont jamais rien fait, hein, euh, pour limiter ça. Même si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, je rentre dans le politique, c'est pas bien en tant que Français, mais à l'époque de Gbagbo, qui était un président originaire de Gagnoa, originaire de la zone revendiquée, enfin où les autochtones revendiquent leur propriété de la forêt, finalement, il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas renversé la vapeur, entre guillemets. Les migrants ont continué à consolider leur position économique. Donc, voilà, souvent les États. Au Cameroun, c'est peut-être un peu différent. Mais bon, grosso modo, c'est souvent des conditions géographiques, sociales, historiques qui déterminent le rapport de force entre les autochtones et les migrants. C'est pas tellement l'État. L'État souvent est assez neutre parce que ou assez neutre ou assez actif, comme en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire historiquement, le président Houphouët-Boigny avait compris que la Côte d'Ivoire avait un grand avenir dans le cacao. Et d'ailleurs, je pense, difficile à démontrer, je pense que c'est un exemple où le politique a agi de façon délibérée en faveur pour accroître, pas seulement neutre, mais pour accroître la fréquence du boom cacao, la force du boom cacao en facilitant l'immigration.
Mais cette idée-là n'est pas sortie de sa tête comme ça dans ses bureaux à Abidjan. Et je pense qu'il avait compris ça quand il était passé par sa phase d'infirmier rural. Donc il sillonnait les villages pour soigner les gens. Et c'est là sans doute là qu'il a dû comprendre que la Côte d'Ivoire avait un avenir très puissant. Il est d'origine baoulé, si on parle de point de vue ethnique, hein. C'est un roi baoulé au Fouet-de-Boigny. Et donc, il travaillait beaucoup sur l'ancienne boucle du cacao, là où on produisait le cacao il y a 60 ans, chez les Anis. Et je parle un petit peu ivoirien. Faut peut-être connaître le contexte ivoirien pour bien comprendre. Mais voilà, dans ce pays Ani, ses frères baoulés, entre guillemets, étaient plutôt les manœuvres des Anis que des planteurs. Donc ça devait lui faire mal. Enfin, je romance là, hein. Mais je me mets à la place euh, d'un notable ivoirien qui voit ses frères de village euh, manœuvre dans des plantations ivoiriennes, mais enfin, il se dit, bon, mais il faut que j'encourage mes frères baoulés à devenir planteurs eux-mêmes. Et en tout cas, même si ça, j'exagère un peu dans ce sens-là, en tout cas, il a compris que là, finalement, ça coûtait rien le cacao. Ça coûterait jamais rien à l'État. Il suffit de laisser les migrants venir et éventuellement de les inciter, euh, et ils viennent, ils demandent rien à personne, ils vivent comme des chiens pendant 3 ans sous des abris de fortune jusqu'à ce que les premières cabosses produisent et à ce moment-là ils font venir leur famille ou bien ils se marient à ce moment-là, etc. Et ils font des enfants et voilà, et la vie économique se développe dans l'ancienne zone forestière qui devient une zone cacaoyère. Tout ça ne coûte zéro à l'État. Même moi, quand j'ai commencé mon travail de recherche dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, qui était la nouvelle zone, quelquefois je marchais 2 kilomètres à pied, unique, seulement, même pas pour aller à la plantation, pour arriver au campement. C'est-à-dire que les migrants, bon, une fois qu'ils s'engageaient sur une piste ouverte par un bulldozer d'une société forestière, et après ils taillaient des chemins, ils se taillaient à la machette des chemins piétonniers sur 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, et puis ils créaient un campement au cœur de la forêt, hein. C'est courageux aussi, il y avait des bêtes sauvages, hein, avant qu'ils les tuent tous, hein. Euh, et donc, ils anticipaient que bon, pendant 3 ans, et le temps que le cacao rentre en production, euh, ils auraient encore le temps d'élargir les pistes, de pouvoir l'évacuer d'une façon ou d'une autre, mais pendant 3 ans, ils vivaient en autarcie quasiment, hein, en cultivant leur igname, en survivant comme ça au cœur de la forêt, hein. Incroyable, des aventures humaines incroyables. Et tout ça, ça se paye à la sueur du front et sans doute un raccourcissement de la vie humaine de ceux qui s'engagent dans des difficultés pareilles. Mais pour l'État, c'est tout bénef. C'est 0 franc investi. Et quand le cacao arrive à l'export, c'est la taxe, hein. Donc c'est un retour financier infini, hein. X francs CFA sur 0, ça fait l'infini. Voilà. Donc les États en général n'ont aucune envie de limiter ça, hein. De, de, au besoin, ils l'accélèrent comme en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils le créent pas. Les initiatives viennent beaucoup des planteurs, des gens qui essayent d'améliorer leur niveau de vie. Mais l'État peut accélérer ou freiner. Bon, en Côte d'Ivoire, en général, ils sont au mieux neutres, enfin au mieux. En général, ils sont neutres et souvent ils accélèrent. Quand ils s'en rendent compte, quand ils s'en rendent compte. Parce que souvent, un foyer de cacao reste inaperçu pendant quelques années. J'ai travaillé aussi en Indonésie, par exemple, pendant plusieurs années. Le, le- je me rappelle du témoignage d'un des premiers acheteurs de cacao qui venait de Malaisie. Il avait été informé par quelqu'un qui avait du cacao dans un petit village en Indonésie, là, et il avait fait plusieurs heures de voiture et puis à pied, et puis tout d'un coup, il arrive, il se rend compte qu'il y a 100 hectares de cacao qui sont là. Personne ne le savait, tout ça était complètement informel, venu par l'initiative d'en bas, hein.
Voilà. Et donc, ça a mis quelques années avant que l'État indonésien se rende compte qu'il y ait du cacao et qu'il commence à s'organiser. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, si on repart enfin, un des problèmes actuels, c'est donc la déforestation. Et en fait, toute cette déforestation, elle est purement liée à des enjeux sociaux, puisque en fait, les planteurs n'ont pas le choix pour survivre que du coup de planter des nouveaux cacaoyers et donc de prendre sur des parcelles de forêt. C'est la meilleure solution de leur point de vue, hein, parce que c'est un peu comme si vous voulez investir. Excusez-moi de vous interrompre, mais le- le- c'est un peu comme si vous avez le choix entre deux actions à la bourse, hein. Il y en a une, vous êtes bien informé, vous savez que vous allez gagner beaucoup et qu'il n'y a aucun risque. Vous n'allez pas acheter celle d'à côté. Le cacao après la forêt, c'est une action à bénéfice garanti, quoi. Il n'y a aucun risque. Parce que si vous plantez du cacao sur une terre dégradée, vous avez plein de risques. Et vous êtes même presque sûr que vous allez perdre. Mais du coup, c'est pour ça en fait que vous disiez que toute la loi actuellement de l'Union européenne qui vise à interdire en fait toutes enfin, les importations de produits issus de la déforestation, en fait, peut pas fonctionner. Enfin, en tout cas, a des limites quand on parle cacaoyer. Ouais, alors ça paraît un peu présomptueux qu'un petit chercheur perdu à Abidjan prétende mieux comprendre comment fonctionne l'économie cacaoyère que ces grands bureaucrates surpayés à Bruxelles, hein, si je peux me permettre un petit coup d'épingle. Euh, mais oui, je prétends que je comprends mieux l'économie cacaoyère que ces bureaucrates. Et ça peut partir d'une bonne intention. Allez, on va essayer, c'est quand même triste. On importe de la pauvreté, vont dire certains, on importe de la déforestation, disent d'autres. Donc oui, on va essayer de légiférer, mais on légifère sans comprendre. Alors, bon, comme ils abordent plusieurs matières premières, toutes ces matières premières sont dans des contextes économiques différents. Donc, je ne peux pas vous parler de l'impact que ça peut avoir sur la viande bovine, par exemple. Qui concernerait plutôt le Brésil, d'ailleurs. Mais, mais pour ce que est du cacao que je connais bien, je ne vois pas comment cette loi peut fonctionner, hein. Ça va. Je sais que quand un boom commence, on ne peut plus l'arrêter. Donc le boom qui a commencé au Libéria, on ne l'arrêtera pas. Pas possible. Et puis, alors parce que en plus, on est dans un cas typique où les gens qui viennent faire le boom sont des Ivoiriens et des Burkinabés, d'ailleurs plus de Burkinabés que d'Ivoiriens, qui connaissent le cacao. Ils connaissent le cacao. Ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Ils ont déjà. Donc, s'ils ont les moyens, ils prennent 50 hectares. S'ils n'ont pas le moyen, ils prennent 10 hectares. Mais ça y est, la machine est partie. Et les autochtones libériens sont dans la situation qu'étaient dans les autochtones du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont très peu nombreux. Ils voient plutôt d'un bon œil les migrants arriver parce que ça leur rapporte un peu d'argent, ça développe le pays. Ils pensent qu'ils n'en voient que les bénéfices, ils n'en voient pas les inconvénients. Ils ne se rendent pas compte que dans 40 ans, ils vont être balayés. Mais, mais, euh, mais bon, on a beau leur en parler, ça passe pas, quoi. L'histoire est en marche, quoi. Et l'État libérien, c'est pas, là aussi, en tout cas, l'ancien président était plutôt en faveur de la migration. Euh, D'ailleurs, il avait signé un accord avec l'ancien président du Burkina. Bon, donc tout ça a explosé puisque les régimes ont changé de partout, y compris au Libéria. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer, mais enfin, le régime libérien, comme souvent dans ces histoires cacaoyères, il a très peu d'influence sur la zone parce que les routes n'existent pas ou sont défoncées. Ils ont un système administratif, mais il a peu d'impact sur la. Voilà. Et donc, ils ne peuvent pas vraiment légiférer, hein, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Par rapport à la puissance qu'a une migration d'origine burkinabé, où les gars sont malins, ils savent comment faire le cacao, ils savent comment prendre les autochtones, hein, je sais pas, je vous donne une anecdote là.
qui m'avait été communiqué par un de mes adjoints, un de mes collaborateurs ivoiriens. Il disait, bon, voilà, le groupe de Burkinabés qui s'est installé, l'équivalent du sous-préfet, ça s'appelle plutôt des gouverneurs au Libéria, enfin l'équivalent, l'autorité administrative du coin se marie, ben, les Burkinabés se cotisent pour offrir un cadeau de mariage conséquent. Et donc après, c'est fini, quoi. Hein. c'est pas, c'est pas de la corruption, c'est quelque chose de plutôt gentil, plutôt sympathique, plutôt. On peut, voilà, on est dans quelque chose d'insaisissable. Il y a toute une stratégie derrière ce groupe burkinabé. Hein. Ils font pas ça, mais en même temps, c'est irrésistible, quoi. Hein. Et l'État, par rapport à ces, hein, ou bien vous avez 50 Burkinabés qui viennent avec la machette et puis ils défrichent 3 hectares ou 5 hectares pour le chef de village. Ah, bon, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Et la forêt du Libéria va disparaître. Tout ce qu'on peut faire, c'est de sauver quelques parcs. euh, ou alors il faudrait, voilà, en fait, il faudrait des moyens énormes, mais énormes, je ne sais pas, à l'échelle de l'Union européenne, la soi-disant application de cette soi-disant loi va coûter énormément d'argent. Hein. Déjà, il y a un pays comme la Côte d'Ivoire et ils réagissent exactement comme moi je réagirais. Ils ont tout à fait raison. Ils disent, bon, vous les Européens, vous avez défriché votre forêt. Hein, maintenant, vous nous demandez à nous de ne pas finir de défricher la nôtre. Il faudrait peut-être nous aider. Hein, alors aidez-nous à planter des arbres, etc. Donc ils vont glaner des centaines de millions d'euros. Et l'Europe va être ravie de dire, bah voilà, oui, nous on participe à la protection des forêts de Côte d'Ivoire. Et là, donc ça va coûter très cher, avec une efficacité très faible. D'autant que euh, c'est pas parce que vous plantez des arbres que vous recréez une forêt. Hein. La forêt tropicale, c'est un système, un écosystème extrêmement complexe qui met des dizaines et des centaines d'années à se mettre en place. Donc quand vous plantez des arbres, oui, vous recréez un petit peu d'ambiance forestière, mais c'est pas une forêt. Hein. C'est là où même si vous recréez des systèmes agroforestiers. Parce que jusque dans les années 60, le cacao était, en tout cas sur la période 1920-1960, le cacao était en général créé dans des systèmes agroforestiers sous forêt naturelle. Les planteurs n'avaient pas encore les moyens financiers ou les moyens techniques, la tronçonneuse n'existait pas, ou bien ils n'avaient pas encore redécouvert le système de feu, le système de mettre le feu au pied des grands arbres, hein, qui a été découvert et redécouvert à plusieurs époques. Mais donc, pendant la période 1920-1960, cette technologie existait peu, et donc ils gardaient les grands arbres par défaut, parce qu'ils n'avaient pas trop les moyens de les abattre. Donc ça crée des très belles cacaoyères, magnifiques, hein, avec des cathédrales, hein, des arbres de 40 mètres de haut au-dessus. Surtout que quand la cacaoyère vieillit, les arbres aussi grandissent, hein, donc ça finit à la fin, vous avez, c'est des paysages forestiers magnifiques. Mais bon, en dessous, le cacaoyer, il produit 250 kilos à l'hectare au lieu d'une tonne. Donc, donc finalement, le système est condamné par le besoin de générer des revenus. Hein. Euh, Oui, donc en et fait, il n'y a donc, aucune solution finalement sur tout ça. ben, le, c'est pas mauvais. Intuitivement, on peut dire que c'est pas mauvais de recréer des conditions agroforestières. Hein. Elles ont disparu, on comprend pourquoi, hein, parce que les technologies ont fait que des technologies simples ont fait que c'était devenu facile de faire disparaître la forêt et de faire cracher le cacao pendant un certain temps. Et quand vous êtes migrant en particulier, vous n'avez pas de certitude absolue sur votre propriété foncière, hein, vous ne savez pas si vous ne pouvez pas être chassé, d'ailleurs c'est arrivé, ou bien euh, en Côte d'Ivoire, c'est arrivé plusieurs fois que les autochtones renégocient au changement de génération. Le fils dit non, 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 mon papa t'a donné 15 hectares, mais il t'avait donné le droit de planter 5 hectares, mais tu as fait 10, donc je reprends 5. Hein. C'est arrivé assez souvent. Donc,
Donc il faut faire cracher le cacao le plus vite possible, hein, pour gagner de l'argent et l'envoyer au village, etc. L'envoyer à leur village d'origine. Donc, donc on comprend bien. Et puis, euh, c'est pas non plus archi démontré que sur une période de 40 ans, que le cacao est plus durable en système agroforestier oui, bien sûr, la plantation va rester plus facilement en place, mais en même temps, elle décline quand même. Le cacaoyer vieillit, et même s'il est à l'ombre des grands arbres, il va produire moins que quand il avait 10 ans, et ça va amener des déplacements de production. Par exemple, j'ai travaillé un petit peu au Cameroun, pas beaucoup, mais dans le centre-sud où il y a des systèmes agroforestiers magnifiques, hein, c'est magnifique, mais, euh, mais ça n'empêche pas que les planteurs tournent, hein. Une fois que la plantation vieillit, eh ben, ils vont en créer une autre un peu plus loin, à 10 km, pour de nouveau bénéficier du défriche de la rente forêt. Donc, ils vont éventuellement, si la densité de population est très faible, ils vont laisser la cacaoyère vieillir, ils vont laisser les grands arbres se redévelopper, et dans 10 ans ou 15 ans après, ils peuvent revenir sur cette parcelle et la défricher un peu comme si c'était une forêt. Et de ce point de vue-là, c'est ce qu'on appelle tout simplement la culture itinérante, hein. En général, c'est sur des céréales, hein, et en général, shifting cultivation en anglais, en général, c'est honni, hein. C'est considéré comme une des causes majeures de la déforestation. Mais en fait, historiquement, dans l'histoire du cacao, ce principe de culture itinérante, de shifting cultivation, était un moyen de laisser la forêt se reconstituer. Et donc, c'était peut-être un système agroforestier en soi, avant l'heure, avant qu'on faisait de l'agroforesterie, avant, comme M. Jourdain, sans savoir. Euh, C'était stable, c'était durable, voilà, pour le coup, hein. Mais ça ne peut le rester durable que dans une densité de population faible. Une fois que des dizaines de milliers de migrants arrivent, c'est fini. La forêt n'a plus le temps de se reconstituer. Et puis quand vous passez au plein soleil, en éliminant les arbres pour obtenir du cacao plus vite et plus fort pendant 20 ans, bon, ben, après la forêt va avoir beaucoup plus de mal à se reconstituer. Bon, donc tout ça, on le comprend. La solution est pas simple. Bon, de même qu'en Europe, on n'a plus de forêt naturelle, peut-être à quelques exceptions au fin fond de l'Europe de l'Est. Euh, donc et que de même qu'en Europe, on appelle des plantations forestières forêts alors qu'elles n'ont rien à voir avec une forêt, hein, c'est juste des plantations. On peut se diriger vers ça en Côte d'Ivoire. Alors, un système agroforestier recréé, post-forestier, on va dire. Une fois que la forêt a disparu, on recrée un système agroforestier. C'est sans doute mieux. C'est pas prouvé que le planteur de cacao va mieux s'en sortir, hein. En tout cas, a priori, il va peut-être avoir une production de cacao un peu plus stable, un peu moins aléatoire, mais pas de grande quantité de cacao non plus. Donc, alors, si le cours mondial est multiplié par 4 pendant plusieurs années, ça peut compenser, à condition qu'on revient à la discussion d'avant, que le planteur touche à peu, à peu près quelque chose de décent par rapport au cours mondial, que ça ne soit pas prélevé par l'État et par les multinationales. Il y a aussi, il faut évidemment que le système agroforestier génère des revenus. Donc il faut qu'à côté du cacao, il y ait des revenus du bois, par exemple, hein, que le planteur puisse exploiter ses arbres à un moment, mais c'est pas régulier, mais à un moment, voilà. Mais là aussi, on tombe sur un problème de législation foncière en Afrique de l'Ouest en général, où le planteur a très peu accès à la valeur du bois, hein. Historiquement, les États considèrent que la forêt et le bois, ça leur appartient. Donc, donc le planteur est habitué à voir des exploitants forestiers venir débarquer la journée ou la nuit dans la plantation et prélever des arbres dans la plantation et partir sans aucun dédommagement pour le planteur. Éventuellement, ils vont filer un peu d'argent je m'avance un petit peu, mais aux autorités locales, hein, mais pas aux planteurs, ou très peu, presque rien. Un billet de 10 000 francs peut-être pour un Iroko qui envoie 1 million.
Bon, et plus encore. Bon. Donc, tant que alors théoriquement les lois évoluent et les lois changent, mais le planteur est pas tellement au courant. Et puis la loi est pas tellement appliquée. Au contraire, on est plutôt dans une phase où les forestiers se dépêchent de prélever avant que éventuellement quelque chose change. Donc, il faut revoir ça complètement. C'est-à-dire qu'un système agroforestier, il suffit pas de planter des arbres. Il faut voir comment les planteurs peuvent en tirer une utilité. Et, et, et pas seulement en service environnemental pour le cacaoyer, mais aussi en source en accès au marché, en source de Oui, c'est revenus. ça, qu'il y a une diversification finalement dans leurs sources de revenus aussi pour que ça puisse Source de compenser, quoi. revenus, et donc ça suppose beaucoup de changements dans les législations et dans les pratiques de la législation. Ouais, voilà. Bon, ensuite, il y a j'entendais aussi alors, j'entendais je crois que c'est sur, je sais plus, sur France Info ou sur n'importe, peu importe, ou sur France 24, l'interview d'un représentant des chocolatiers français. Alors ça, c'est très bien parce que on a grosso modo quelques multinationales en très petit nombre qui pompent toute la ressource en cacao. Donc c'est très bien que dans un pays comme la France, il y ait une revitalisation d'une tradition déjà de plusieurs décennies de chocolatiers français, de petits chocolatiers français qui, pendant longtemps, ont acheté leurs matières premières à des intermédiaires et qui, de plus en plus, cherchent à sourcer leurs fèves à l'origine. Et donc, aller acheter des fèves de cacao presque directement aux planteurs. Et en tout cas, ils traitent leurs fèves de cacao eux-mêmes pour arriver à leurs produits chocolat. C'est très bien. Mais ils participent aussi, de ce que j'entendais, à un discours un peu généreux, un peu lignifiant en disant oui, alors voilà, on accompagne le planteur et on l'aide à constituer un système agroforestier. Donc il va avoir les cacaoyers, mais en dessous il aura des plantes comme le bananier, il aura des arbres fruitiers. Ouais, mais d'accord, mais les arbres fruitiers, encore faut-il avoir un marché, hein. Si vous êtes à 2 pas de Yaoundé, c'est très bien. C'est là d'ailleurs où les orangers se sont développés. Mais si vous êtes à 150 km par des mauvaises pistes, les fruitiers, ça va pour donner aux enfants avant d'aller à l'école ou bien pour se nourrir quand vous êtes sur la plantation, mais ça va pas beaucoup plus loin. Donc et voilà, on ne transforme pas un système comme ça. Voilà. Donc le système agroforestier, des systèmes, il y a à boire et à manger dans ce qu'on appelle agroforesterie. Il peut y avoir des systèmes agroforestiers très simples, euh, ou avec juste 2 espèces, hein, ou 3 espèces. Euh, Par exemple, je travaille là en ce moment sur une association EVA Cacao. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui existe très peu dans le monde. Mais les planteurs de Côte d'Ivoire sont en train d'inventer quelque chose, là. Alors, faut que j'en tire un article là, le plus vite possible là, parce que c'est vraiment intéressant. Euh, eh bien, là, c'est très intéressant parce qu'il y a 2 cultures qui rapportent. Donc, s'il y en a une qui peut aider l'autre à se protéger contre les sécheresses, contre les insectes, etc., c'est très bien. Mais en plus, le planteur gagne parce qu'il joue sur 2 tableaux. Il va jouer sur le marché, et sur le marché du cacao, le marché du caoutchouc, et sur l'effet environnemental. Mais ça, voilà, c'est l'exemple typique, ou bien un autre exemple magnifique en Côte d'Ivoire, l'association du cacaoyer et de l'anacardier. L'anacardier, c'est la noix de cajou, hein, qui est un arbre plutôt de savane, qui est plutôt un arbre qui résiste bien à la sécheresse. Il y a une quinzaine d'années, dans la zone de contact forêt-savane en Côte d'Ivoire, les cacaoyères ont été les premières à être décimées par la sécheresse et par la maladie du Swollen Shoot. Donc, aucune solution proposée du côté des institutions. Les planteurs étaient laissés à eux-mêmes. Donc, comme il y a beaucoup de planteurs qui viennent du nord, de la savane, ils ont eu l'idée de planter des anacardiers à l'origine pour remplacer les cacaoyers. Et puis ils observent, ils sont tous les jours sur leur champ. Et là, ils s'aperçoivent qu'il y a des cacaoyers qui repartent. Et du coup, ils ont mis en place sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares maintenant, hein, des associations cacaoyers anacardiers qui marchent très bien. Ah bon, alors malheureusement, le marché de la noix de cajou est retombé, donc, mais après, ils adaptent les densités en fonction de ce qu'ils veulent. S'ils veulent faire plus de cacao, plus d'anacarde, etc.
il gagne en flexibilité, ce qui est un des avantages de l'agroforesterie. Euh, et c'est un progrès énorme. 100% innovation paysanne, hein. Donc là aussi, rien. Même pendant longtemps, la structure de conseil déconseillait. Hein, non, non, c'est pas bon. Et puis après, ils se sont aperçus quand même que c'est les planteurs qui avaient raison. Et voilà, les planteurs, eux, c'est leur survie qui est en jeu. Donc, ce sont eux les grands innovateurs. Mais ça, c'est encore, c'est ça, ça dépasse le champ du cacao, si je puis dire. C'est vrai en général, mais dans le cacao en particulier, ce sont les planteurs qui peuvent inventer ou réinventer le cacao durable, hein. C'est pas les multinationales, c'est pas les structures de développement qui sont toujours en arrière. Parce que les planteurs, ils sont au pied du mur. S'ils trouvent pas la solution, ils crèvent, hein. Bon. Ou bien ils vont passer dans une autre monoculture de type EVA ou palmier à huile. Mais bon, voilà. Donc là, on peut rester optimiste parce que la capacité d'innovation surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a beaucoup de migrants, c'est beaucoup de diversité. La diversité, c'est toujours propice à l'innovation. Donc il y a des raisons de rester optimiste, mais aussi bien par les États, les structures d'État que les multinationales n'ont pas encore compris ça. Ils considèrent toujours grosso modo les paysans comme des réceptacles et pas comme des producteurs d'innovation. Merci beaucoup, c'était, je pense, très très riche et ça permet aussi de bien comprendre tous les enjeux et que tout n'est pas aussi simple que ça et que c'est pas effectivement une loi qui va tout changer du jour au lendemain et voilà, et je pense vraiment merci beaucoup parce que ouais, je pense que c'est super intéressant et important en fait d'avoir aussi tout cet angle beaucoup plus réaliste économiquement aussi pour tous les pays. Donc merci. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour clore cet épisode, un sujet dont on n'a pas encore parlé, enfin voilà, un message à faire passer? Bah, pour résumer ma réflexion, ça, c'est, ça sert à rien de planter des arbres quand on laisse dans un pays comme la Côte d'Ivoire où il reste très peu de forêts. L'argent, il faut le mettre pour protéger les dernières forêts. Ça sert à rien de planter des arbres quand on laisse partir les dernières forêts. Parce que planter des arbres, ça reconstitue pas une forêt. Voilà. Donc, tout l'argent qui est qui va être mis dans l'application de lois qui vont pas pouvoir s'appliquer, il pourrait être mis dans des projets locaux, régionaux, où vraiment on travaille avec les planteurs sur comment sauvegarder ces dernières forêts qui vont leur être utiles, puisque la forêt appelle la pluie. Oui. Petite dernière question, est-ce qu'en tant que consommateur et consommatrice, on a un petit rôle à jouer ou est-ce que c'est beaucoup trop compliqué? Bon, alors là, on rentre dans un autre champ, c'est-à-dire, bon, là, je vais pas non plus me faire des amis, mais j'ai déjà beaucoup d'ennemis dans le secteur, je crois. Le, tous les mouvements, à quelques exceptions près, hein, tous les mouvements dans le sens d'une certification d'un cacao durable, éthique, sont des gadgets, pour dire les choses aimablement, voire parfois des arnaques, hein. C'est-à-dire que soi-disant, le, bon, on va pas donner de nom, mais enfin, vous voyez bien sur les tablettes de chocolat, il y a des petits symboles qui justifient que la plaquette de cacao et le chocolat est un peu plus cher. Et donc le consommateur accepte joyeusement de payer sa tablette un peu plus cher pour protéger les forêts ou pour payer un peu mieux le planteur, pour soi-disant éviter qu'il y ait un travail des enfants. On n'a pas eu le temps d'en parler, ça, mais oui, tout ça est. Je suis moi, j'observe je sillonne les cacaoyères tous les mois. J'ai une équipe qui sillonne, etc. On fait des enquêtes. On a, on peut parler directement en complète confiance avec les planteurs qui n'ont pas peur de dire la vérité parce que souvent maintenant le système est un peu plombé. Les planteurs. Donc quand vous avez un observateur qui arrive d'Europe, qui passe 2 jours en Côte d'Ivoire, il repart enchanté, ébahi, c'est formidable. Parce que les planteurs ont raconté n'importe quoi pour pas être embêtés par les coopératives ou par leurs acheteurs, etc. Mais dans l'ensemble, ces systèmes qui proposent un cahier des charges aux planteurs où il est obligé théoriquement obligé de faire
tel et tel travail un peu plus accentué, par exemple se passer d'herbicides parce que c'est pas bien d'utiliser les herbicides, etc. Euh, et en échange, il reçoit une prime. Et donc, la multinationale peut dire que voilà, mon cacao est certifié, donc il est durable, et donc il est éthiquement correct, etc. Tout ça, pour le dire un peu caricaturalement et un peu rapidement, il peut y avoir quelques exceptions, et globalement, bidon. Hein. C'est pas loin de l'arnaque, quoi. Moi, je mets tout mon poids de petit chercheur là-dedans, mais la grande partie des primes ne sont pas payées. C'est déjà énorme. Hein. Il y a des magouilles terribles tout- toutes les coopératives sont obligées d'aller chercher, pratiquement toutes sont obligées d'aller chercher du cacao en dehors de leur zone. Parce que je ne peux pas rentrer, ça va nous faire rentrer dans une conversation d'une demi-heure encore, mais les, les contrats qui sont passés pour avoir un cacao certifié, euh, les contraintes sont telles que les coopératives ne peuvent pas se contenter du cacao euh, de leurs producteurs, de leurs membres. Donc ils ont un deuxième réseau de pisteurs qui n'est pas officiel, dans lequel ils vont chercher le cacao le plus loin possible. Et après, donc ils le payent éventuellement un peu plus cher, mais c'est du cacao ordinaire. Et ils le payent cash pour pouvoir être sûr de le ramener. Et après, ils le reconvertissent en cacao de leurs membres. Et donc, éventuellement, il peut y avoir un certain nombre de membres qui sont décédés, mais c'est pas grave, on leur attribue une production, euh, etc. Il y a plein de combines comme ça. Ou bien vous avez des planteurs qui sont dans trois coopératives différentes, ils ne le savent pas, mais c'est facile de leur attribuer des poids, puisque la multinationale qui achète, elle vérifie pas, elle peut pas vérifier si ce planteur il vend aussi du cacao à une autre coopérative. Donc vous pouvez avoir des planteurs qui font 1,5 tonne à l'hectare euh, à partir d'une plantation qui fait 300 kilos. Bon, bon. Alors, ça montre bien que cette histoire de traçabilité est aussi très, là aussi pour utiliser des mots un peu doux, très exagérés et très manipulés. Enfin, grosso modo, j'utiliserai l'adjectif bidon aussi. Hein. C'est encore très, très peu tracé le cacao. Très, d'abord, tout le cacao qui vient des forêts classées, des soi-disant forêts classées qui sont devenues des cacaoyens, elles s'en vont, elles partent au port, elles sont exportées. Hein. Donc, il y a un consensus assez général pour dire qu'il y a au moins 30% du cacao ivoirien qui vient des forêts classées. Moi, je dirais 40%. Hein. Donc, il est reclassé en partie en cacao certifié. Bon. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Il y a eu plusieurs observations dans ce sens-là. Mais on fait comme si le cacao était traçable ou allait devenir traçable. C'est très, très compliqué de tracer le cacao. Très compliqué. Il n'y a rien. À la limite, comme, il y a cette rente forêt, et quand vous plantez le cacaoyer après forêt, vous avez une bonne qualité de fèves aussi, au sens que vous avez des belles grosses fèves, hein, parce que la terre voilà. Donc à la limite, quand vous avez des grosses fèves, ça serait l'indicateur qu'elles viennent de forêt classée. Mais évidemment, les chocolatiers sont ravis d'avoir ces fèves-là. Elles sont mélangées avec le reste, etc. Donc finalement, en tant que consommateur, méfions-nous aussi de tout ce qui peut... Et maintenant, il peut y avoir quelques exceptions. Hein. Je peux pas les citer, mais comme ça, parce que j'ai pas assez d'éléments pour vraiment dire qu'ils sont meilleurs que d'autres. Mais, mais grosso modo, je me méfierais des plaquettes qui sont vendues 4 fois le prix, sous prétexte, sous prétexte il y a un contrat social avec des planteurs et protection des forêts. Ça demande démonstration. Et quand c'est 4 fois le prix, il faudrait voir quelle est la répartition. Hein. C'est-à-dire que je pense que ces intermédiaires-là se servent pas mal hein, aussi. Il y a aussi quelque chose d'objectif. Il y a des normes dans la transformation, dans le broyage des fèves, dans l'opération de broyage des fèves, pour faire la poudre, le beurre et la masse. Il y a des normes d'économie d'échelle. Quand vous avez une usine qui broie 50 000 tonnes ou 100 000 tonnes de cacao, le coût de production est beaucoup plus faible que quand vous bricolez avec
avec des ustensiles de cuisine. Hein. Et donc bon, ben ça n'empêche pas de faire un chocolat de qualité. Donc ça, c'est un point de réalité. Donc une tablette, il y a des tablettes du monde industriel à 3 € qui sont de très bonne qualité. Hein. Peut-être ça va être 4 ou 5 € maintenant, bientôt, parce qu'évidemment, ils en profitent. Ils profitent du discours relayé par les médias sur la hausse du cours mondial, alors que le coût de la matière première, c'est pas plus de 5 à 10% hein, dans la tablette. Il n'y a pas de solution toute simple du point de vue du consommateur. Voilà. Oui, ni à échelle. Finalement, il n'y a aucune solution simple sur ce secteur, parce que ni à échelle, globalement, pour les producteurs. Enfin, vous pouvez toujours acheter un cacao certifié, mais il n'y a aucune garantie que vous faites vraiment du bien à la planète. Hein. Vous faites du bien aux opérateurs de la certification, ça c'est sûr. Ah bah en tout cas, merci beaucoup. Il y a encore des milliers de sujets dont on pourrait parler pendant très longtemps. Ouais. Tellement en fait c'est un sujet très très vaste et je trouve dont on parle pas assez aussi en détail sur plein d'aspects. Donc voilà, on pourrait parler encore très longtemps, mais je vois le temps qui tourne et après l'épisode va être beaucoup trop long. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre temps, François Ruff, ça a été passionnant. Merci de m'avoir appelé. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!